Bonjour et bienvenue à notre émission Érable approfondie. Aujourd'hui, nous vous présentons la 12e partie d'un événement depuis le motel et le phare de Plessisville du 745 de l'avenue Saint-Louis qui a eu lieu samedi le 29 avril 2023. Il s'agit de la 12e séance d'information et de consultation pour le projet de regroupement de la ville et de la paroisse de Plessisville. Dans le but de pouvoir développer tous les détails de cet événement, nous avons préparé 3 épisodes de l'Érable approfondi de 1 heure de durée chaque émission. Dans ce cas, nous développons le 12e épisode. Pour mettre en contexte ce que nous diffusons aujourd'hui, nous vous rappelons que pendant notre émission Érable en bref du 1er mars, nous avions informé à la population sur les résultats d'une étude d'opportunité de fusion municipale réalisée par la ville et la paroisse de Plessisville, avec l'aide technique du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec. Selon ce que l'étude montre, un regroupement municipal produirait des économies d'environ 280 000 $ par année. En plus, le gouvernement du Québec pourrait verser à la nouvelle entité municipale une assistance financière de l'ordre de 1 million de dollars répartie dans 5 ans pour payer les dépenses produites par cette fusion. L'Alliance permettrait à la ville de Plessisville d'agrandir son parc industriel vers la campagne et la construction de bâtiments résidentiels, le tout présentement limité par la juridiction de la paroisse. Selon l'étude, ils sont entendus de retombées économiques pour les 2 régions municipales. Dans cette émission, le public qui a participé de la séance de consultation du 29 avril pose des questions aux maires et aux spécialistes sur place. Messieurs David Thibault et Dominique Duval du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec, ainsi que Messieurs Pierre Fortier et Jean-François Labbé pour la ville et la paroisse de Plessisville, respectivement, répondent aux commentaires et aux inquiétudes de la population. Voici donc la 12e partie de cette dernière séance de consultation. On voit dans l'étude du ministère, oui, il y a une économie de 280 000 brut, là, ligne par ligne. On a calculé, on fusionne l'administration, mais on n'a pas les chiffres, comme on l'a dit, sur l'optimisation. Sur combien de temps on perd à interpréter des ententes entre nous autres. Écoutez, si on avait, tu sais, depuis le début, là, moi, depuis que je suis arrivé à mon mandat, avec Joanne, j'ai dit, Joanne, tu continues avec le chien de garde, je dis ça comme ça, là, très cru des intérêts de la paroisse. Puis, moi, j'ai connu Jean. Puis je peux vous dire que c'était un chien de garde pour les intérêts des citoyens de la ville aussi. Imaginez ces 2 personnes-là ensemble à défendre les intérêts de tous les Plessisvillois, on va être gagnant. Fait que vous comprenez la position, puis la position de notre conseil municipal d'aller de l'avant dans le processus, puis aujourd'hui de vous consulter pour entendre, parce qu'on a entendu certaines choses. On va prendre le temps tantôt de répondre à certaines questions qu'on a réussi à s'entendre. On n'a pas eu de difficulté, on peut le dire non plus. Jusqu'à présent, ça va très bien. C'est un peu ça. Puis encore, les chiffres le démontrent. Je pense que le secteur agricole a fait sa juste part plus que sa juste part depuis des années. Je pense que l'argent de l'agriculture doit revenir à l'agriculture en tant que telle. Donc, je pense que dans l'optique de ramener un taux varié, c'est une façon d'être le plus équitable possible. Puis je pense que c'est le mandat des conseillers, puis le mandat des maires d'essayer d'être le plus équitable possible sur la façon de se séparer la tarte. Tu sais, tout le monde doit payer les dépenses de l'université. On dit dépenses, mais on devrait parler de, comme tu dis d'habitude, des services, c'est des investissements, venir s'installer. Mais je pense qu'il faut toujours revoir, puis dans le futur, on va devoir continuer à penser à une façon d'être le plus équitable possible, parce que la relève dans l'agriculture, la relève pour les terres à bois, pour le forestier, ça aussi, c'est un enjeu. Puis je suis sûr et certain qu'on va pouvoir mieux faire front commun. Moi, j'ai hâte de travailler à amener des solutions plus importante à des enjeux qu'on vit présentement. Là, on parle du regroupement. Oui, c'est un enjeu important, mais en faisant front commun ensemble, comme on le fait, je pense qu'on va être plus fort ensemble. Je te laisse un peu la parole. Tantôt, on a fait le mot de bienvenue, on a fait du secours parce que la dernière fois, on avait pris du temps. Et là, on a du temps. Bien, merci, Jean-François.
On a quand même, depuis 1 an et demi, là, ça fait à peu près 1 an et demi, jour pour jour, qu'on est en poste, les deux maires puis les deux équipes de conseillers. On a quand même fait du chemin important, là. Comme j'ai dit tout à l'heure, bon, c'était une volonté claire de mettre nos différents côtés dès le début. Fait que ce qui a pas paru dans les chiffres de M. Plante et de M. Thibault, c'est que on avait le droit d'aller chercher des subventions quand on met des équipements en commun. Fait qu'on est allé chercher 4 fois, on est allé chercher proche d'1 million, je pense que c'est 950 000 à peu près, dont une première fois pour le balai de rue, qui est quand même important. Hein? C'est un équipement qui coûte 350 000, on a 250 000 de subventions. Après ça, on a mis nos camps de jour ensemble. Ça, c'est important. Une augmentation du nombre de participants, on peut le dire. Plus de participants, puis aussi, on connaît à l'école Notre-Dame, hein, les enfants de la ville, de la paroisse vont là, puis l'été, on faisait une différence entre eux autres dans les camps de jour. Ça, tant qu'à moi, ça ne fonctionnait pas, là, ça ne pouvait pas fonctionner. Fait que là, maintenant, ils sont tous ensemble. Puis on est allé chercher 232 000, je pense, ou à peu près, pour les camps de jour. Après ça, on est allé chercher pour la bibliothèque 212. Il en manque un, là, je n'ai nommé 3. Ressources humaines? Ressources humaines, oui, c'est ça. Ressources humaines. On l'a dit, mais ressources humaines, important. 250 000 pour engager une ressource humaine sur 3 ans, c'est quand même très, très important, la subvention. Là, ça paye 100% du salaire et un peu plus. Là, fait qu'on a besoin de ça. Fait que à partir de là, ben, le cheminement, ben, vous l'avez eu pas mal. Là, vous avez eu une bonne description du cheminement qu'on a fait. On est content d'avoir travaillé. Là. Tout le monde a travaillé fort, je vais vous dire. Puis à part, tout le monde avait le travail quotidien. Là. Joanie, Justine, ça a travaillé fort. Joanne et Jean aussi. Sachez qu'on avait à cœur. Ça fait plusieurs mois qu'on est là-dessus. Je peux vous dire que décembre, janvier, février ont été des mois intenses là-dessus. On a scruté à la loupe cette étude-là. On a mis tout ce qu'on pensait de mieux dedans. Puis on est fiers de la présenter. On est fiers de la présenter. Si jamais vous avez vu des choses qu'on n'a pas vues, on est ouvert, c'est certain. C'est important qu'on fasse un projet pour nous tous, un projet qu'on arrête de faire parler de Plessisville pour les raisons pour lesquelles on se faisait parler. Puis j'ai le goût de vous partager quelque chose qui m'est arrivé. Nous autres, les maires, on se rencontre, les MRC, on est 5 MRC, puis les MRC du Centre du Québec, on se rencontre une fois par année. Ceux qui étaient là la dernière fois, de dire, je me répète, mais quand même, je pense que c'est important que je le dise. Fait que, au mois de janvier, je m'assieds à côté d'un maire, il dit, Pierre, j'ai eu une formation de la FQM. La FQM, c'est la Fédération québécoise des municipalités. Il y a 1100 municipalités qui sont membres de cette fédération-là. Puis il me dit, j'ai eu une formation à la FQM, puis il dit, pour montrer l'exemple d'une chicane entre 2 Plessisville, ils nous ont montré l'exemple de Plessisville. Là, j'ai dit quoi? Qu'est-ce que tu me dis là? J'ai dit là, ça se peut pas, répète-moi ça. Là. Fait que là, j'ai dit, ça n'a pas de sens. J'ai commencé la réunion, puis j'ai été choqué une partie de la réunion. Mais je peux vous dire qu'au début de janvier, je vais appeler le président de la FQM. On va lui dire là, tu vas prendre l'exemple de Plessisville, mais pour une autre raison. C'est pas vrai qu'on va faire parler de nous autres à grandeur de la province de cette façon-là. C'est assez, c'est allé trop loin. Je pense que ça, c'est une des responsabilités premières, c'est d'arrêter l'étalement urbain. C'est d'être responsable de la vitalité du centre-ville, d'être responsable de la vitalité de notre municipalité. C'est de densifier certains secteurs. Moi, je pense que c'est là qu'on doit jouer le rôle le plus possible comme élu municipal. Puis, oui, ça retarde peut-être certains projets, mais on va donner vraiment l'objectif, l'horizon pour ceux qui veulent vouloir faire affaire à Plessisville, c'est d'avoir les 2 services, d'être préoccupés, densifiés, puis d'être partenaire avec nous tout le long du processus. C'est un peu ça que je voulais clarifier. C'est vraiment, si on veut faire face aux défis, il faut créer de la richesse.
Puis il faut arrêter de faire des annexions partielles. Il faut être partenaire dans ce développement-là parce que les annexions partielles ont fait très mal au niveau financier pour la municipalité aussi, parce qu'on on le voit directement dans les chiffres. Si on est partenaire, on crée de la richesse. Mais je ne dis pas créer de la richesse puis développer. C'est de contrôler, de gérer sa croissance. C'est de tout avoir ça en tête. Puis je pense qu'on a les élus en place pour le faire, en tout cas pour jusqu'au prochain mandat. Oui, puis je rajouterais, là, à l'arrière, là, vous allez pouvoir avoir aussi notre projet de développement secteur Est, qui a parlé, M. Plante a parlé beaucoup, les niveaux d'investissement qu'on a à faire. Le secteur Est, c'est le secteur contraint jusqu'à 265, les terrains de M. Jam, les terrains de M. Lemieux, le parc industriel qui est plein, et 3 grosses constructions qui se font très prochainement. Il y en a qui sont commencées dans le parc industriel. C'est important pour nous autres au début. Une des premières choses lesquelles on s'est entendu, notre projet de regroupement, il faut que ce soit un projet gagnant-gagnant pour tout le monde. Ça, c'est clair, c'est la mission qu'on avait donnée de base au ministère, puis à nos cadres aussi. Fait que ce projet-là est très, très important pour Plessisville. On est rendu dans le développement. Puis pourquoi, vous avez vu au début, pourquoi les taxes de la ville ont monté moins que les taxes de la paroisse depuis 2016, la raison est simple, c'est qu'il y a eu énormément de nouvelles taxations qui sont venues. Il y a le 3/4 de l'augmentation de notre budget depuis 2016 vient des nouveaux revenus de taxes. Fait que ça, c'est important. La paroisse, à ce niveau-là, n'a pas pu participer à ce niveau-là. Puis c'est la raison pour laquelle, dans le futur, qu'on va être tous ensemble, puis que la paroisse va pouvoir participer à ce développement-là. Ça, c'est bien important. Puis, il ne faut pas oublier aussi, vous avez vu, la dette de la paroisse, c'est à peu près 9 cents par 100 $ d'évaluation, mais toutes les constructions qui vont se faire sur le territoire de la paroisse vont contribuer à payer la dette de la paroisse. Ça, c'est important, là. La même chose, si les constructions se font sur le terrain de la ville, ça va être pour la ville, mais les constructions qui vont se faire dans la paroisse vont contribuer à payer la dette de la paroisse. Puis sachez que la paroisse a beaucoup de terrains. La majorité du développement va se faire sur les terrains de la paroisse, soit au niveau résidentiel, commercial et industriel. Qui sont en zone blanche. Il faut prendre le temps de sont déjà en zone blanche. On n'a pas besoin d'aller à la CPTQ puis dézoner certains secteurs. Il y a le secteur industriel, mais qui est déjà ciblé, que déjà les partenaires sont avisés, l'UPA est avisé. Mais au niveau tout ce qui est résidentiel, commercial, on s'en tient au périmètre urbain. On s'en tient au périmètre déjà existant qui a été projeté dans le passé. Donc, ça, on ne fait pas de l'étalement, c'est bien de le dire. On va commencer par faire ça. On va prendre le temps que ça prend pour le développer de la meilleure façon possible. On peut répondre aux questions de la dernière fois? Oui, allez-y. C'est bon? Oui. C'est ça? Oui, C'est nous autres qui posent la question ou je peux aller au micro là? C'est mon rêve d'aller là pour poser les questions. Non, mais à la dernière consultation, on a eu plusieurs questions. On a eu plusieurs commentaires. Donc, peut-être c'est l'élaboration du décret. C'est ce qu'on est en train de négocier là, présentement. Certaines clauses là, jusqu'à présent. Donc, pour l'instant, il n'y a rien de coulé dans le béton. On continue à apprendre, mais voici ce qu'on a comme présentant, c'est que les 14 élus, on veut travailler ensemble. C'est le message qu'on a jusqu'à présent, c'est qu'on est prêt à la prochaine élection générale là, par le gouvernement, c'est en novembre 2025. Donc, on est prêt à travailler à 14 élus, 2 maires en alternance. Donc, on aimerait, parce que dans le décret, on peut imposer des conditions de négociation pour 2 mandats, mais pour le prochain mandat, on aimerait qu'il y ait 3 districts à la ville, donc un nouveau redécoupage, puis 3 districts à la paroisse de l'ancienne municipalité. Donc, vous voyez les 14 élus, on va travailler ensemble, puis ça va être un défi, mais je pense qu'on est capable de réaliser ça. On a toute la volonté de pouvoir amener Plessisville à un autre niveau. Après ça, chacun garde sa date pour les prochaines 20 années. Puis, une chose importante, c'est que les ententes prennent fin. Automatiquement que le décret est signé. Les ententes qu'on a intermunicipales, ville-paroisse, prennent fin.
Mais toutes les autres ententes qu'on a avec d'autres municipalités, ben, on doit continuer à l'obligation de les respecter. Donc, c'est ça. Puis, l'harmonisation au cours des prochaines années, ben, on a eu la démonstration par M. Plante que c'est quoi notre objectif là, de tarification qu'on aimerait mettre dans le décret. Donc, je pense que vous avez vu il y a l'historique, on peut peut-être passer à... Juste que je reviendrai, Jean-François, sur ce qui est important, les ententes municipales. Vous l'avez vu un peu dans la présentation de M. Plante, c'est qu'il y avait une obligation, selon le dernier jugement qu'il y a eu au niveau de l'aqueduc et des égouts, il y avait une obligation de mettre à niveau les compteurs d'eau qui avaient été évalués à l'époque à 500 000 mais je peux vous dire que ne faut pas aller en soumission aujourd'hui là-dessus, parce que ça serait probablement le double de ça. Ça, c'est plus nécessaire. Là. On est tous ensemble, on n'a pas besoin de compter l'eau, on n'a pas besoin de faire ces investissements-là. C'est un investissement qui serait complètement inutile. Fait que ça, c'est important. C'est pas dans les économies de 280 000, là, mais c'est quand même un investissement très important que on n'a pas besoin de faire. On va améliorer la recherche de fuite au lieu de se trouver des frais d'avocat. Je pense qu'on va continuer à amener les bonnes pratiques, puis on va être encore plus efficace sur le terrain. Ça, c'est l'objectif. Dans l'échéancier, l'élaboration du décret sont en cours. Les deux séances publiques de la ville et la paroisse. Donc, le 1er mai, lundi, je vous invite, que vous soyez de la ville ou de la paroisse, si vous voulez avoir des questions, si vous êtes gêné aujourd'hui, de venir au micro. Moi, je suis disponible, Pierre est disponible. Les conseillers sont disponibles, surtout Rémi. Rémi, il a du temps en masse. Là. Non, il s'en va dans le champ là, bientôt. Là. Je suis content de te voir aujourd'hui. On ne s'est pas vu beaucoup dans le dernier mois là, à cause des sucres, là, mais sérieusement, n'hésitez pas si vous voulez. On peut prendre rendez-vous pour se rencontrer. Si vous avez des questions, on est tous disponibles après, puis tout le long du processus. Donc, il va y avoir un avis de motion pour le décret. Donc, ça, c'est les deux municipalités vont faire un avis de motion. Donc, là, la population va pouvoir écrire à la municipalité ou c'est à la ministre. À la ministre directement. Donc. Oui, mais 1, 2. Oui, ça va être après juin, par contre. Là, après juillet, là. Juin, c'est l'avis de motion. Ah oui, c'est ça. Excusez. Je suis un petit rapide. Je vais sauter des étapes des fois, là, mais... Dépôt à la demande de regroupement à la ministre des Affaires municipales. Donc, tout l'échéancier est là. Vous pouvez trouver peut-être que c'est rapide pour certains, mais je pense qu'on a été le plus transparent possible dans notre démarche depuis le début. On prend le temps de répondre. Je ne me suis jamais faufilé sur mes intentions de faire l'étude de regroupement municipal. Je pense que ça, c'était la première étape. Puis, comme élu démocratiquement, je pense qu'on a le mandat de continuer à protéger les intérêts des citoyens de la paroisse. Puis, je pense que vous comprenez mieux pourquoi la position des conseillers présentement de la paroisse. Y a-t-il une slide? Juste avant d'aller plus loin, est-ce qu'on peut revoir la ligne du temps qu'on a mis au début? Là? On n'a pas eu le temps de la commenter. Là, mais, en fin de compte, c'est vrai que depuis 1 an et demi, on est assez proactif là-dessus, mais il ne faut pas oublier que c'est la 4e, sinon la 5e étude qu'il y a sur un regroupement à Plessisville. Ça a commencé en 1969. On va le voir à l'écran bientôt. Ça a commencé en 1969, puis après ça, puis la conclusion, les recommandations de cette étude-là en 1969, c'était le regroupement. Il y a eu une autre étude en 1988 qui était la même chose. L'étude recommandait le regroupement. En 1993, il y a eu les nouvelles ententes avec les deux municipalités. En 1996, il y a eu un mémoire de présenté pour se retirer des fusions obligées. On se souvient là, que la très grande majorité des municipalités avaient fusionné dans ce temps-là. En 2003, encore une autre étude avec une conclusion un peu différente qui recommandait de faire des ententes, mais si ça n'allait pas, c'était de faire un référendum, l'obligation de faire un référendum. Et puis, en 2013, il y a eu une autre entente avec les deux municipalités ensemble au niveau des infrastructures de loisirs.
2018, je te laisse la parole. En 2018, mais je pourrais même dire 2017, on ne vous cacherait pas, j'avais présenté une option différente à la population de la paroisse lors des élections de 2017. J'ai perdu. Plusieurs candidats qui appuyaient ce qu'on amenait ont perdu. Puis je pense que c'était démocratique. Puis je pense que faut accepter le choix démocratique à l'époque. Mais on a continué, on était mobilisés, on a continué tout le long à poser des questions. Donc, vous voyez que on part pas du jour au lendemain avec... il y a un processus qui s'est fait, puis il est pas dans le cadran, mais c'est un élément marquant parce que j'avais dit à ma blonde que je ferais plus de politique quand j'ai perdu en 2017, mais me voici sur le stage. Mais c'est ça, c'est ça les politiciens. Hein? Donc, les deux municipalités concluent des ententes loisirs. Donc, en 2018, je n'ai pas regardé vraiment le... Ça, c'est la fin? Ah, c'est la fin de l'entente. Donc, c'est ça, on pourrait dire, ben pourquoi là, vous allez tellement bien présentement, pourquoi vous ne continuez pas les ententes? Mais les ententes, il y a place à interprétation, il y a place à trouver des mésententes, quand il y a des ententes. Donc, ça, c'est ce qu'on essaie d'éviter le plus possible. Je pense qu'on l'a révélé, là. On n'est pas la seule municipalité dans cette situation-là. On a rencontré le maire de l'Épiphanie. Puis, c'était la même chose, des ententes qui étaient, oui, bonnes au départ, mais finalement, il y avait une ligne, une virgule qui n'était plus la bonne. Puis là, ça amenait une surenchère sur la mésentente. Donc, eux aussi, d'autres municipalités passent par là, là. Messieurs, oui, on va presser le pas, puisque notre journée est consacrée à la parole aux citoyens, si vous permettez. Si vous avez une conclusion à faire là-dessus, on passe tout de suite aux questions, s'il vous plaît. On y va avec les questions. Merci beaucoup. C'est ça aussi, les politiciens, hein? Ça a de la placote. On n'aurait pas dû leur donner un verre d'eau. Alors, merci pour ces éclaircissements. Je remarque qu'il est maintenant 20 minutes plus tard que ce qui est sur ma feuille. J'ai mentionné que la séance se terminée à 12h30. On va essayer de répondre à toutes les questions d'ici là. Vous pourrez alors profiter de la belle journée printanière. Pour le fonctionnement, j'assurais la gestion du trafic, chose rare à Plessisville. Pendant cette période, vous pourrez vous exprimer. Il y a un micro là au centre. Vous pouvez l'utiliser pour ceux qui veulent poser une question. Je vous demanderai de vous présenter, votre nom, votre prénom, votre nom de famille, ainsi que la municipalité où vous habitez. Je vais également donner la priorité à ceux qui en sont à leur première question. Puis un premier commentaire de tout le monde et ensuite de ça, on passera à une deuxième question si c'est nécessaire. Une seule minute là, pour poser votre question ou commentaire devrait, à mon avis, être suffisant. Inutile de vous rappeler qu'on demeure courtois dans nos interventions. Il n'y a aucune décision qui est prise ici aujourd'hui. C'est une période de consultation, questions et réponses. Voilà. Alors, pour le fonctionnement. Maintenant, c'est à vous, mesdames et messieurs, la parole. Qui osera briser la glace pour une première question ou un commentaire? Monsieur, vous vous présentez? Normand Bourque, c'est pour me répéter encore une fois, mais j'apprécie la connaissance de la cause pour le taux de taxation et d'évaluation pour notre paroisse. Comme c'est toujours débattu, c'est grâce à nos fonds de terre que les prix des terres ont tellement augmenté que tout le monde en bénéficie. Mais ça, au déprimant d'agriculture. Puis je te félicite, Jean-François, de le souligner. C'est un fait. C'est grâce à l'agriculture qu'on a maintenu un taux de taxation acceptable pour l'ensemble de la communauté de la paroisse. Parce que le prix des terres il a quadruplé depuis les 3-4 dernières années. Fait que ceci dit, ce qui m'interpelle un peu, c'est l'urbanisation, comme Yvon Guérard l'avait souligné à la dernière réunion. Ça me chicote un peu. Il faudrait avoir aussi une urbanisation pour la municipalité, comme on dirait, agricole et villageoise. Parce que un exemple, à Victoriaville, le monde rural, qui veulent mettre une maison mobile sur le terrain pour mettre des travailleurs étrangers, ils ne peuvent pas.
faut qu'il y ait le mettre dans l'autre municipalité voisine. Puis tu tombes la grande ligne de Saint-Rosaire, tu vas tasser de ligne, tu tombes dans Princeville, tu peux. Ça, c'est à cause, c'est la grosse ville qui mène. Fait que quand la grosse ville mène toute, dans le monde agricole, ben, c'est pas tout à fait pareil. Fait que là-dessus, ben, c'est ce que je constate. Il faudrait s'assurer qu'elle soit bien respectée. J'entends vraiment ce que tu dis, Normand, puis on parle de l'agriculture, mais j'aimerais qu'on parle aussi du forestier, parce que ça aussi, ça fait partie d'un taux de taxe distinct. Là, on parle de l'agricole et du forestier. Il y a le même défi là, sur la relève qui va appartenir les deux. Le fond de terre est incroyable présentement. Je pense que comme municipalité, il faut accompagner ces propriétaires-là du mieux possible. Comme les propriétaires agricoles, il faut les accompagner. Il ne faut pas être là pour juste taxer, mais il faut leur donner des outils nécessaires pour faire face à ce qu'il attend. Au niveau de l'urbanisme, c'est sûr que nous autres, on en a parlé beaucoup. On veut garder le caractère rural, puis il y a le caractère urbain. Nous, ce qu'on souhaite présentement dans nos discussions, c'est de garder, je vois notre président du CCU qui est là à la paroisse, on aimerait garder 2 CCU. De la façon qu'on va le réaliser, je pense qu'on va être accompagné par le ministère, mais c'est de garder ces 2 réalités-là, puis tranquillement l'harmonisation, puis être le plus proche de la réalité des citoyens, que ce soit en ville, centre-ville, que ce soit le domaine Somerset. Puis après ça, il y a tout l'aspect rural, urbain, le périmètre urbain. Ça, je pense que c'est une des choses qu'on veut garder. Je pense que vous avez compris. J'ai bien compris. Sinon, tu vas me le répéter pour que je comprenne encore. Ça, je suis sûr et certain. Merci, M. Bou. Merci, Normand. M. Fortier. Oui. J'ajoutais, vous me connaissez bien, je suis agriculteur, moi aussi, avant tout. Là. Puis, je suis très fier d'être agriculteur, puis je comprends très bien les réalités des agriculteurs. Là. Puis d'autant plus aussi qu'en 2024, on va avoir un nouveau rôle d'évaluation. Là. Il va falloir faire avec. Fait que c'est ça qui est très important d'avoir un taux de taxation agricole. Là. Ça, c'est plus qu'important, mais sachez qu'au niveau des règlements de l'urbanisme, là, parce que je fais rapport un peu à la question qu'Yvon avait posée il y a un mois, là. Il y a une majorité des règlements qui font partie de notre cahier d'urbanisme qui ne viennent pas des municipalités. Ça vient du provincial, puis ça vient d'un peu partout, ça vient du Code du bâtiment, puis ils nous obligent, nous, à faire respecter ces règlements-là. Puis je trouve ça odieux des bouts, parce que c'est facile pour les autres, les gouvernements, de passer des règlements, puis ils vont dire « Toi, tu vas les faire respecter ». Fait que c'est nous autres qui est pognés avec ça. Pour dire à nos citoyens que telle chose, ça ne fait pas, mais ça ne vient pas de nous autres. Puis ça, à un moment donné, il faut le dire haut et fort, là, parce qu'il s'en vient, là, ils veulent nous pousser 2 grosses responsabilités là, au niveau de la MRC, puis moi, je me suis levé contre ça, là, et à un moment donné, c'est assez d'en mettre sur le dos des municipalités, puis que là, ça paraît que c'est nous autres qui sommes les gros machins là-dedans, puis c'est pas vrai. Il y a 80-90% de ce qu'il y a dans les cahiers d'urbanistes qui ne viennent pas de nous autres, puis on est obligé de les faire respecter. Cependant, ceci étant dit, depuis que moi je suis maire depuis 1 an et demi, là, il y a M. Denis Baudouin qui est ici, je ne sais pas si c'est Denis, là, pas si tu peux te lever, Denis, c'est notre agent économique. Fait que quand quelqu'un a un projet, là, à la ville, on passe par lui. Les gens m'appellent. On passe aussi maintenant. Puis Denis est en train de travailler 3 gros projets en paroisse, des projets super intéressants, puis il a hâte. Je peux vous dire qu'il a hâte de travailler à temps plein là. On fait pour accompagner le promoteur dans son projet, on y aide à monter son projet pour qu'il soit conforme et tout ça. Ça a changé beaucoup. Là. Il y en a, je ne sais pas s'il y en a ici, des promoteurs, là, mais je peux vous dire que ça a changé. C'est pas encore merveilleux, c'est vrai que c'est pas merveilleux. Mais je peux vous dire qu'il n'y a pas longtemps, j'étais à Victoriaville, puis des contracteurs de Victoriaville me disent que ça n'a plus de bon sens, puis... Mais c'est ça. Les gouvernements, ils passent des règlements, puis ils nous poussent ça, puis vous autres, vous allez les faire respecter. C'est facile, ça, faire ça. Là. Fait que c'est, à un moment donné, il faut mettre le poing sur la table et dire « Wow, là, vous allez trop loin ». Puis ça fait des charges supplémentaires tout le temps. Je ne sais pas si Justine, qui est urbaniste, là, ce que je dis là, ça en est quasiment odieux, ce qu'ils font.
Fait que c'est une parenthèse que je voulais faire, là, mais il reste quand même que c'est ça. Oui. Très bien. On va passer à la prochaine question commentaire. Oui. Monsieur, vous vous présentez ainsi que votre municipalité. Bertrand Lecourt de la paroisse. Moi, je veux simplement dire que je suis parfaitement d'accord avec la problématique forestière, agricole, tout ça, c'est tout à fait normal. Mais il y a aussi une problématique au niveau des résidents urbains de la paroisse. C'est que nous, pour s'y bâtir, on devait avoir des terrains de 20 000 pieds carrés, 40 000 pieds carrés, alors qu'en ville, peut-être 7 000, 10 000 pieds carrés à peu près. Alors, dans tout projet futur, il faudrait peut-être tenir compte un peu de cette réalité-là. Si jamais on fait des projets, si on fait ça au pied carré, on va être pénalisé. Je ne sais pas si vous avez envisagé la chose, pensé, mais c'est une réalité qu'on peut vivre en paroisse. Oui, bien, on le voit. Vous avez un service, je pense, M. Lecourt? J'ai un service, oui. Vous avez un service, donc vous avez un grand terrain parce que vous avez... c'est-à-dire, au départ, je ne les avais pas, les services. C'est ça. OK. Donc, dans le temps, c'était 20 000 pieds carrés. Aujourd'hui, il y en a qui ont bâti à 40 000 pieds carrés, peut-être d'autres à moins. Mais je veux dire, si jamais, je ne sais pas, l'eau des égouts passe, mettons, dans ma tête, là, puis si on fait ça, partage au pied carré, c'est quelque chose qui est peut-être, en tout cas, à calculer, à vérifier, à regarder. Là. Exactement. C'est un peu ça présentement qu'on fait. Je ne sais pas s'il y a des citoyens du domaine Somerset là, présentement, mais nous, on a pris le temps. C'est beau de dire on s'en va, puis on fait les travaux, puis vous allez payer 30 %. Il existe des programmes d'aide financière. Puis pour avoir accès à ces programmes d'aide financière-là, il faut détailler, il faut justifier. Je les connais, j'ai été là-dedans pendant plusieurs années. Donc, la même chose dans votre secteur, le jour que on sait qu'il y a des problématiques, puis il va continuer à en avoir, mais il va falloir qu'on documente, qu'on monte un dossier solide pour avoir accès à une aide financière qui peut s'élever des fois à près de 95-98 %. OK, ouais. Non, simplement pour vous rappeler la problématique. C'est l'objectif qu'on a dit dès le départ des promoteurs, c'est que maintenant, ces deux services, c'est pour que ça soit clair dès le départ. Puis vous voulez avoir des plus grands terrains, mais ça va être 2 terrains, si vous avez la capacité. En tout cas, la possibilité de subdiviser nos terrains aussi, si ça a lieu, je ne sais pas quoi. Mais ça sera à analyser. Des choses à vérifier. Et en terminant, je peux donner un conseil aux politiciens? Oui, ben oui, toujours. Il y a une rivière qui parfois sépare la ville et la paroisse. La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est de promettre un tunnel pour relier les deux. Je vais faire juste ajouter qu'au niveau de la grandeur des terrains, là, je peux pas dire que c'est le ministère de l'Environnement ou la CPTAQ qui exige que quand tu n'as pas de service, c'est 32 000 pieds carrés. Un service, c'est 16 000. Mais maintenant, en ville, comme le développement de Samar, il y a 2 services. Ça peut être des terrains aussi petits que 5 000 pieds carrés. C'est ça qu'on appelle un peu la densification, là, mais aujourd'hui, c'est ça. Là. Si vous voyez dans le document de la vision d'une vision régionale, là, on a pris le temps dans le périmètre de la ville de cibler des secteurs en rouge, c'est de la densification, de la revitalisation. Donc, je pense qu'on a une responsabilité, même si on vient du rural, d'avoir cette pensée-là de densifier, parce que on peut pas continuer à faire de l'étalement urbain. Bon, je vous laisse... Merci. À vous la parole, monsieur. Oui. Gabriel Michaud, moi, je suis contribuable aux 2 places. J'ai ma résidence sur le territoire de la ville, puis mon érablière dans le 10e rang sur le territoire de la paroisse, bien sûr. C'est normal, lorsqu'on parle de regroupement, qu'il y a peut-être des inquiétudes qui se manifestent. Mais en 2023, moi, je pense qu'on est vraiment rendu là pour le développement de Plessisville, puis pour le rôle de leader que Plessisville est appelé à prendre dans la région. Je pense que c'est grand temps qu'on mette nos énergies ensemble. On a juste à côté de chez nous, Princeville, là, qui nous fait joliment la leçon sur comment ils peuvent fonctionner ensemble. Puis je pense pas qu'il y a grand monde à Princeville qui voudrait retourner en arrière. Puis le maire actuel, qui est un ancien conseiller de la paroisse de Princeville, ça n'empêche pas d'être maire de Nouvelle-Ville. Et puis, ça fonctionne. Ça fait que je pense qu'on est rendu là. Et puis, moi, je regarde là, toutes les ententes que vous avez à discuter et à renouveler. À un moment donné, il y a 2, 3 ans, 3, 4 ans, la Ville avait rendu accessible des documents sur son site. Je suis allé voir ça un peu. Puis, je suis tombé sur une décision de la commission municipale en matière de fourniture d'eau. Une décision d'à peu près 115 pages. Bonne décision. J'ai lu ça un peu en diagonale, puis j'ai comme trouvé ça triste que ce soit la commission municipale
qui rendent une décision parce que les deux municipalités, puis là, je ne prends pas parti qui avait raison, qui avait tort, la ville ou la paroisse, j'en suis pas là. Mais que parce que deux municipalités n'ont pas pu s'entendre, que ce soit la commission municipale qui vienne rendre une décision, puis dans la vraie vie, là, quand deux parties veulent s'entendre, ben les deux s'assoient ensemble, puis généralement, ils trouvent un terrain d'entente, quitte à se faire aider par un médiateur ou par quelqu'un d'autre, pour arrondir les angles, mais ils réussissent à s'entendre. Puis dans cette décision-là, moi, ce qui me sautait aux yeux, c'est les montants d'honoraires que les deux municipalités ont payés en ingénieurs, en avocats, puis tout le temps, puis l'énergie que le personnel des deux hôtels de ville a été obligé de mettre sur un dossier semblable. J'ai dit tantôt, j'ai trouvé ça triste. Puis bien beau, vous faites des efforts présentement et les ententes, vous les renouvelez, mais comme Jean-François, tu l'as dit, quand on négocie une entente, après ça, il faut l'appliquer. Les interlocuteurs, des fois, changent. Puis on trouve l'entente peut devenir source de mésentente à un moment donné. Ça fait que, moi, je dis qu'en 2023, les raisons pour lesquelles on devrait se regrouper, là, j'en trouve facilement. J'ai passé des doigts d'une main. Maintenant, les raisons pour ne pas se regrouper, il faut que je travaille un peu plus fort, puis j'ai trop des doigts d'une main pour trouver des raisons pour ne pas se regrouper. Puis partout au Québec, des regroupements, il y en a eu. Puis une fois que ça s'est fait, puis il y a moyen de bien faire ça. Les gens du ministère sont là pour accompagner, ils ont des bonnes ressources. Et puis une fois que le regroupement est fait, je suis certain que les élus vont travailler pour faire en sorte que tout le monde soit gagnant. Puis il y a des gens compétents à l'hôtel de ville également qui accompagnent. Puis je suis certain que tout peut bien se passer. Puis quand on regarde l'exemple de Princeville à côté, on pourrait en nommer d'autres dans d'autres régions. Ben une fois c'est fait, les gens disent ben oui, c'est fait, on aurait dû le faire avant. Puis ils ne veulent pas revenir en arrière. Merci, M. Michaud. Sage parole, merci. Je vous ai coupé la parole. Il faut être maire pour parler Je veux juste peut-être... éternellement. Allez-y, oui. Je vois M. Michaud qui est aussi marié. Il y a tout l'aspect communautaire qu'on n'a pas mentionné puis que je veux prendre le temps. On a plus de 50 organismes sur le territoire, puis c'est des bénévoles. Puis des fois, ils ne savent pas à qui s'adresser. Des fois, ils ne savent même pas qu'il y a une paroisse ou une ville. Donc, je pense aussi, c'est pas à négliger tout ce qu'on va pouvoir faire pour accompagner ces bénévoles-là, d'avoir un meilleur encadrement, un meilleur accompagnement avec les organismes de notre région. Ça, je pense qu'il ne faut pas négliger cet aspect-là. Donc, on va répondre présent aux organismes communautaires, ça, c'est sûr et certain. Oui, puis je reviendrai là-dessus. Écoutez, c'était une mauvaise... Moi, avant d'être maire, j'étais 4 ans conseiller municipal, fait que je suis bien au courant de ce qui s'est passé dans ce dossier-là, puis je peux vous dire que il y a plusieurs centaines de milliers de dollars qui ont été investis dans ce projet-là qui a servi à pas grand-chose. C'était, sans exagérer, une triste période. Je vais vous dire d'autres choses par rapport à ça. Puis moi, j'ai pris connaissance de ça dans l'étude. C'est que au niveau il y a 18 régions administratives au Québec. Notre région est la deuxième plus pauvre. Je restais surpris d'apprendre ça. Là. C'est Justine, c'est dans quel document? Là, l'Institut de la statistique, hein, c'est ça, du Québec, qui a sorti ça dernièrement. On est 5 MRC dans notre région, puis la MRC la plus pauvre, c'est la MRC de l'Érable. Sais-tu comment ça que la MRC de l'Érable, qu'on est pauvre, puis c'est sûr que Plessisville est la ville importante de la MRC de l'Érable, ça m'a shaké un peu. Comment ça qu'on est là? Il me semble qu'au centre du Québec, ça n'a pas de sens qu'on soit là. Fait qu'on n'est pas à l'endroit où on devrait être. C'est le climat qu'on a eu dans le passé, ça n'a pas aidé. Ça n'a pas aidé au niveau économique. Puis on sait qu'il y a des investisseurs, des contracteurs, là, qui l'ont eu rough, ils l'ont eu dur. Puis les citoyens aussi. Fait qu'on veut... on est capable d'être ailleurs, puis on est capable de changer ce rang-là. C'est pas vrai qu'on doit être à cet endroit-là. On mérite pas ça, on mérite d'être ailleurs. C'est mon commentaire. Merci beaucoup. La parole est à vous, madame. Alors, Claire Vigneault, je suis résidente en paroisse de Plessisville. Ma question va s'adresser aux personnes du MAMACH concernant l'étude d'opportunité que vous nous avez présentée.
Vous avez mentionné certains articles dans cette étude d'opportunité concernant le rapport de 2003 qui avait été fait. Vous avez même inclus là, dans votre étude l'intégralité là, de la conclusion de ce rapport-là. Je me permets donc d'y référer afin de poser ma question qui va porter sur le taux de taxation générale et la tarification. Les extraits que je vais vous lire sont à la page 36, 37 et 38 de ce rapport-là de 2003. Alors, on lit, dans une municipalité, il y a des services qui sont dédiés à tous les immeubles ou à tous les contribuables et il y a des services dédiés à une partie seulement des immeubles ou des contribuables. Il est bien important de bien distinguer ces deux types de services, car cela déterminera qui sera taxé en conséquence. Il est parfaitement logique de penser que ce qui est commun à tous soit taxé sur une base commune et équitable. C'est la distinction entre la taxe générale foncière et la taxe de secteur. La taxe foncière générale sert à payer les coûts des services qui sont communs, alors qu'une taxe de secteur sert à payer les coûts des services d'un secteur particulier. Dans une même municipalité, la loi oblige que le taux de taxe générale foncière soit uniforme et unique pour tous les immeubles. Ce taux de base s'applique donc à tous. Quand on veut comparer des secteurs à l'intérieur d'une municipalité, ou deux municipalités l'une par rapport à l'autre, la seule taxe comparable est la taxe foncière générale, soit la taxe qui doit s'appliquer à tous les immeubles, indépendamment où ils se retrouvent sur le territoire. Lorsqu'on envisage de réaliser un regroupement municipal, il est primordial de bien comprendre ces quelques principes de base. Il faut aussi déterminer le mieux possible ce qui sera commun à tous pour être en mesure d'établir un taux de taxe générale, le taux commun. Vous avez un commentaire? J'ai une question au bout de ça. Oui. OK. On a déterminé que c'était 1 minute par personne. Oui. On va en prendre compte. Merci beaucoup. Pas de trouble. À ce moment-là, la ville de Plessisville avait un taux de taxe générale de 1,62 du 100 $. Et en paroisse, 96 sous 83 du 100. Quand on compare les deux taxes, les deux taux de taxation des deux municipalités prises séparément, on commet une erreur importante. On compare des coûts de services qui ne se comparent pas. La ville de Plessisville est entièrement desservie en aqueduc et en égout. Ce n'est pas le cas pour la paroisse. Il est logique que les coûts d'immobilisation de ces infrastructures soient à la charge des immeubles et contribuables qui en bénéficient. Quand on prend les deux entités, et j'achève. Merci. Quand on prend les deux entités, comme si elles n'en formaient qu'une, il faut enlever du taux général ce qui ne sera pas attribué à une portion des immeubles. C'est vrai pour la ville comme pour la paroisse. Vite, là, je vous dis, à ce moment-là, il y a 50 sous, presque 51 sous du 100 en ville qui étaient pour payer ces infrastructures-là. Et c'était 13 sous sur les 96 en paroisse. Bon, j'ai terminé la partie de la citation. Je dis juste qu'on comprenne bien Merci, parfait. la question que je vais poser. Il faut savoir qu'il y a en paroisse de Plessisville environ 1000 résidences, que environ 230 de ces résidences-là ont le service d'aqueduc et d'égout. Et environ 200 qui ont juste le service d'aqueduc. Je vous vois dire oui. Je ne suis pas en train de compter. Oui, non, tout à fait. Bon, OK. Il s'agit donc de près de 600 résidences qui n'ont aucun service et qui absorbent à elles seules les coûts d'infrastructure chez eux
On parle d'un puits, les pompes, traitement d'eau, bien souvent, aqueduc, égout, etc. Et il assume l'entièreté des coûts d'opération, d'entretien et de vidange de ces biens-là. Il est donc très important de bien séparer ces choses-là. Donc, ma question. À la page 31 de l'étude d'opportunité, vous faites l'analyse justement des coûts de taxation et de tarification avant et après le regroupement. Je voudrais savoir si vous avez fait cet exercice-là de retirer de la taxe générale les coûts des infrastructures en aqueduc et en égout. Sur le 85 sous en ville et 74 sous en paroisse, là, vous avez retiré la partie des emprunts pour arriver à une tarification. Je veux savoir, sur le 85 sous, qui est la taxe générale et la taxe d'emprunt, est-ce que tout ce qui est relié au coût d'immobilisation de ces services-là ont été retirés et mis à la tarification? Madame Vigneault, tout à fait. On le fait sur les emprunts, mais on le fait sur le fonctionnement aussi. Dans ce qu'on a présenté tout à l'heure, mon collègue David a dit qu'au niveau des revenus de taxes qu'on va chercher, on s'est assuré dans l'étude de garder les mêmes revenus de taxes pour ces services-là, payés par les mêmes personnes pour payer les mêmes services. Quand on regarde dans l'étude qui a été préparée par le ministère, puis vous regardez les simulations de taux de taxes avant et après regroupement, on fait une différence à la paroisse entre les unités desservies et les unités non desservies. On a aussi une différence pour les unités qui ont juste un des deux services, soit l'aqueduc. Puis on voit très bien que ce n'est pas les mêmes taux de taxes, pour le même montant de taxes finales pour ces résidences-là, parce qu'une résidence qui n'a aucun des deux services n'a pas à les payer, elle n'a pas à payer la dette en lien avec ces services-là. Puis de la même manière, une résidence qui a juste un des deux services, va payer uniquement pour ce service-là, puis la dette en lien avec ce service-là. Fait que oui, on s'en est assuré. Puis même un coup le regroupement fait, c'est une obligation légale. Les citoyens non desservis ne peuvent pas devoir payer la dette d'un service qu'ils ne reçoivent pas, ni le fonctionnement de ce service-là, à part un léger pourcentage qui correspond, par exemple, à un centre communautaire, aux écoles, aux bâtiments municipaux qui utilisent ces services-là puis qui sont au bénéfice de l'ensemble des citoyens. Mais ce n'est qu'un léger pourcentage. Puis vous le voyez, là, moi, je prends la page 34, 35 de notre étude. On voit très bien que admettons, à une évaluation moyenne de 150 000, une résidence qui paie les deux services après regroupement, on est à 1 700. Juste un des deux services, c'est 1 728. Un service, 1 708. Puis après ça, juste aucun des deux services, 1 535. Donc, il y a vraiment, tu sais, puis ça va rester comme ça après le regroupement, c'est une obligation légale. Alors, il n'y a aucune somme qui est à la taxe générale projetée là, à 70 sous, ni à la taxe d'emprunt qui correspond à du financement ou des immobilisations reliées aux services en aqueduc et en égout. Exactement. OK. Alors, tout a été mis au niveau de la tarification. Oui. OK. Quand on passe de 163 à 173 en ville et de 115 à 173 en paroisse, tout a été mis dans la partie tarification. Oui, comme je vous ai dit, à part un pourcentage marginal qui concerne les infrastructures communes, qui existait à la paroisse selon un fonctionnement, puis qui existait à la ville d'une manière, puis ils ont gardé cette manière de penser-là. Donc, si vous regardez, on regarde le même niveau de revenus, de tarification et de taxation pour ces services-là avant et après. OK. Alors, quand on passe de 85 sous à 70 sous, quelle portion de ces argents-là ont été envoyés à la tarification? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne comprends pas votre question. OK. Dans votre étude, là, le avant en ville, c'est 85 sous.
Oui. Après, ça va être 70 sous. Oui. Fait que c'est parce que vous avez pris des sommes que vous les avez envoyées à la tarification. Non, c'est les économies d'échelle. Dans le fond, on trouve 280 000 d'économies d'échelle dues au regroupement. Puis dans le fond, on se sert de ces sommes-là pour abaisser les taux de taxes foncières générales. Okay. On n'a pas fait de transfert. On s'est vraiment assuré que les tarifications soient du même niveau qu'avant le regroupement. Donc, on n'a pas fait de transfert. Si on avait fait ça, il aurait fallu l'écrire dans les hypothèses de l'étude, ce qu'on n'a pas fait. Fait que ce que je comprends, c'est que s'il y avait eu des emprunts reliés aux services d'aqueduc et d'égout, ils n'ont pas été mis à la tarification. Exactement. Bon, alors, c'est ça. Merci beaucoup, Mme Vigneault. Merci beaucoup pour la réponse. Mais, je veux juste une excellente question. Je veux juste préciser, c'est une bonne question. Tout l'aspect utilisateur-payeur. Il faut que ça soit clair. Je pense qu'on peut prendre le temps de l'éclaircir. Même au niveau de la dette, peut-être qu'on prendra le temps aussi de l'éclaircir. Mais Joanne, présentement, à la municipalité, qui paie pour les infrastructures en eau? Bien, présentement, à la municipalité, quand il y a des frais comme ça, c'est les utilisateurs payeurs, ceux qui ont l'aqueduc qui vont payer pour ça. Nous autres, c'est sûr que, comme Claire a dit, il y a des propriétés qui ont l'aqueduc, il y a des propriétés qui ont l'aqueduc et l'égout. Fait que s'il y a des frais, c'est directement à ces propriétaires-là. Ça va continuer à... C'est comme ça présentement. C'est comme ça. Puis, ça va continuer à être comme ça, utilisateur payeur. Pour l'avenir. Puis c'est pour ça qu'on voit dans les diapositives là, la différence d'économie qui est moindre pour les non desservis parce que l'impact est au niveau des infrastructures, les économies sont là. On voit la plus grande différence. Je ne sais pas si... Je voulais prendre le temps, c'est une excellente question, puis il fallait prendre le temps de l'éclaircir. Merci beaucoup. Monsieur? Bonjour, mon nom est Bernard Beaujolais, président de la paroisse. Je vais essayer de respecter le temps un peu dans ce qu'on demande. Moi, depuis au moins 15 ans, 20 ans que j'ai l'eau de la ville, j'en suis satisfait et je suis content d'avoir payé ma part. Merci. Autre commentaire, Plessisville est la plus grosse ville de la MRC. Ce qu'il faut constater aussi, c'est qu'on est un milieu agricole et je vois qu'on a des infrastructures assez importantes dans l'agriculture. Que je pense à la Crino, qui ramasse une partie de lait de la région et tout ça, ce qui est important, comme chiffre d'affaires et les gens qui y travaillent. Après ça, je regarde le côté de la Canneberge, qui est des usines. On s'en va sur le bord de la 20. Il y a 50 producteurs, je pense, à peu près, de la Canneberge dans le secteur. C'est de l'argent, c'est de la main-d'œuvre agricole. C'est ça, notre secteur à nous autres. Princeville, Olimel, c'est une autre partie. Les producteurs de sirop. Pensons seulement qu'à ça, c'est ça, notre région. Donc, qu'on se relie, mais il faut penser beaucoup à jumeler notre industriel avec l'agricole. Puis, ce qu'on disait, bien, des fois, on n'a pas nécessairement le même service à la ville qu'à la paroisse pour le côté agricole. Il y a peut-être cette fonction-là qu'il faudrait peut-être ajuster. Je ne dirais pas améliorer, mais ajuster. Fait que c'était un peu ma conclusion sur ce qui doit être fait, autant dans notre regroupement que dans notre service au niveau de notre MRC. Merci. Je vous laisse sur ça. C'est un excellent commentaire. Moi, je pense que le caractère rural, le caractère agricole, le caractère forestier de la paroisse va rester, doit rester. Puis je suis sûr que, écoutez, moi, j'ai été élu, puis j'avais beaucoup de producteurs derrière moi, puis je sais qu'ils vont continuer à être très présents, puis je pense que c'est leur mandat de pouvoir toujours influencer le politique pour être le plus près des décisions possibles, puis ça, on va continuer. L'autre chose que... Là, j'ai oublié. Ça l'arrive, mais il y avait... Vous avez parlé des industries tantôt. Une des plus belles
une des plus belles choses que j'ai vécues, c'est j'ai rencontré une industrie. Ben, j'ai rencontré plusieurs industries. J'ai rencontré des industries de la paroisse qui n'étaient pas habituées d'avoir quelqu'un de la ville à la même réunion qu'eux. Donc, il y a eu une rencontre avec Denis que j'ai demandé de venir, qui représentait la ville. Puis déjà, au départ, il y a un signal qui a été donné que oh, on vient de passer une étape. Là. On n'a plus besoin de parler à la paroisse, puis la paroisse parle à la ville. Puis vous voyez comment on accélère le processus, puis tout le positivisme dans peut-être des investissements prochains, une réalité qui va directement toucher les producteurs du coin. Très bien. Juste un petit dernier commentaire. Il y a à peu près 3-4 ans, bon, on se promène l'été, on va voir différentes choses. On m'en va au Lac-Saint-Jean, je suis un producteur de bleuets, la côte, tout ça. Ah, je fais de la canneberge. Ah, ben oui, il dit, là, il savait de où je venais, Plessisville. Ben, il dit oui, il dit, ma canneberge, elle s'en va à Plessisville. Je fais Monsieur Fortier. Un addon comme ça, mais, tu sais, on pense pas qu'on va si grand que ça des fois. C'est un peu touchant l'importance de notre milieu. Merci, monsieur. Vous avez entendu la 12e partie de cette séance d'information et de consultation du 29 avril 2023 pour le projet de regroupement de la ville et de la paroisse de Plessisville. Il s'agit de l'une des étapes pour décider sur la possible fusion municipale. Les deux municipalités doivent négocier les conditions et modalités que la fusion pourrait avoir. Il est prévu que les plans puissent être appliqués à partir de janvier 2024. Avant cela, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec devrait faire une étude finale du dossier pour que le gouvernement prenne une décision sur le regroupement. La prochaine semaine, nous vous présentons sur les ondes de la TVC la 3e et dernière partie de cette rencontre informative pour la communauté. Maintenant, nous arrivons à la fin de la mission Érable approfondie. Nous vous invitons à regarder aussi nos émissions de l'Érable en bref de la semaine prochaine. Pour l'instant, passez une excellente fin de semaine.